le sujet de notre cours, la crise d'adolescence. Alors, essayons d'abord, dans un premier temps, de donner une définition dans le sens relationnel avec les parents de la crise d'adolescence. Alors, si on devait donner en 2 mots une définition de la crise d'adolescence par rapport au relationnel entre les parents, on pourrait dire que la crise d'adolescence, en fait, c'est une guerre d'indépendance. L'explication est très simple, c'est que l'enfant n'est plus un enfant, puisque maintenant il devient adolescent, il passe en fait, c'est le passage en fait entre l'enfant et l'âge adulte, et il se rend compte qu'il va devoir se mesurer en fait aux défis de la vie. Alors, cette prise de conscience, elle peut être consciente, inconsciente, un petit peu des deux. Quoi qu'il en soit, l'enfant en fait qui devient un adulte va avoir besoin en fait de se mesurer tout seul aux difficultés de la vie. Et là, le problème, c'est que quand l'enfant il va vouloir essayer de prendre des initiatives, faire des choses pour en fait se tester et se rassurer, eh bien, nous les parents, la réaction en fait qu'on va avoir spontanée, c'est de vouloir le protéger. C'est de vouloir éviter à tout prix qu'il fasse les mêmes erreurs que nous avons fait. On oublie bien souvent que c'est grâce aux erreurs qu'on a fait dans la vie qu'on a grandi. Et l'enfant, lui-même, pour pouvoir grandir, lui aussi doit faire des erreurs. Il faut en fait lui laisser la possibilité de faire ces erreurs pour apprendre. Alors, bien évidemment, quand maintenant l'enfant se trouve devant un véritable danger, là c'est sûr et certain qu'il va quand même falloir essayer de lui dire, de lui expliquer, d'accord? Mais la plupart du temps, les parents en fait, ils sont en train de couver l'enfant, ils veulent continuer à le couver. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a une grande incompréhension entre les parents et les enfants, c'est que le parent il vient avec une bonne intention de protéger son enfant, et la réaction de l'enfant en général est très très violente. Alors le parent il va prendre ça comme de l'ingratitude, il va être complètement indigné, tu regardes, tout ce que je fais pour mon enfant, j'essaie de le protéger, je me soucie de son bien-être, et regarde comment il me répond, regarde comment il me parle. À partir du moment où on a compris qu'on est en train maintenant d'aliéner l'enfant et qu'on ne le laisse pas faire sa propre expérience et que l'enfant en a absolument besoin pour se rassurer, pour pouvoir prendre du bitachon atzmi, de la confiance en lui-même, alors on comprend mieux la réaction de l'enfant et en fait on comprend mieux que même si on a un rôle de faire attention à nos enfants, de se soucier du bien-être de nos enfants, il faut en fait pendant la crise d'adolescence mettre une distance et si vous voulez un petit peu contrôler mais à distance. Montrer à l'enfant qu'on est là pour lui, le guider sur des choses vraiment qui sont indispensables, mais le laisser aussi faire sa propre expérience de la vie. Vous allez voir qu'à partir du moment où on a cette approche, il y a 80% des problèmes sont réglés. Maintenant, si on voulait donner une définition, on va dire, plus dirigée vers ce qui se passe à l'intérieur véritablement de l'enfant d'un point de vue psychologique, on pourrait dire que la crise d'adolescence, c'est en fait des changements qui vont s'opérer chez l'enfant, pas seulement physiques, mais aussi psychologiques, qui sont pour lui très pénibles. Alors pourquoi c'est pénible? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut savoir que d'abord, le changement, c'est quelque chose de difficile pour l'être humain. Comme on dit en psychologie, le principe des résistances au changement, c'est quelque chose qu'on apprend dans les universités, d'accord? C'est un principe qui est extrêmement puissant. On n'en a pas forcément conscience, mais ce qui est sûr et certain, c'est que d'un point de vue psychologique, c'est une force qui est extrêmement puissante et même quelquefois, le psychologue il va chercher vraiment à contourner ce problème et pour pouvoir faire avancer quelqu'un qui aurait besoin d'un petit pool, il va vraiment essayer de lui donner la sensation qu'il n'est pas en train de changer, mais simplement en train d'évoluer à un tel point que cette force, elle est puissante. Donc ce qui se passe en fait ici, chez l'enfant qui devient un adulte, donc l'adolescent, eh bien en fait c'est que les changements se font quoi qu'il arrive. Les changements se font contre son gré. Donc il va être obligé maintenant de se mesurer à des tas de changements qui vont s'opérer en lui, physiques et psychologiques, ce qui est donc très pénible, et en fait il n'a pas le choix. Donc il est en fait en pleine guerre intérieure. Plus que ça encore, ces changements, plus précisément, les changements qui sont affectifs, émotionnels, vont être en fait les plus déstabilisants. Je m'explique. Qu'est-ce qui va se passer chez l'enfant? L'enfant commence en fait à prendre conscience de ses états d'âme. Il commence à prendre conscience de ses sentiments. Et il commence aussi à prendre conscience des différences, quelquefois du fossé qu'il y a entre son intellect et son affectif. À titre d'exemple, l'enfant maintenant se trouve par exemple dans une simcha, il se trouve dans une bar mitzvah, dans un mariage. Et d'un seul coup, il ressent de la tristesse. Chose en réalité qui est tout à fait normale. La seule différence entre l'adolescent et l'adulte, c'est que nous sommes habitués à cela et en fait, on n'y pense plus. Tout simplement, c'est lié au fait que le cerveau en fait, fonctionne avec le principe des nigoudim. Les nigoudim, c'est les contraires, les inverses. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui subitement, voilà, le phénomène, on le voit de façon très claire quand c'est subi, quand la chose arrive subitement, quand le changement arrive subitement. Quelqu'un d'un seul coup qui devient très riche, vous allez voir qu'il va ressentir une très grosse angoisse. Il ne sait pas forcément définir pourquoi. En réalité, cette angoisse provient du fait que le cerveau, par ce principe des nigoudim, des contraires, des inverses, lorsqu'il va maintenant détecter une situation où il est très riche, il va automatiquement développer une angoisse de la pauvreté. Et si je perds tout ce que j'ai?
Pareil pour la joie. Quelquefois, on se trouve dans un endroit où tout le monde est joyeux, il y a une grande joie, mais la joie implique aussi la tristesse. On se trouve dans un endroit qui est plein de vie, mais la vie implique aussi la mort. Toutes ces choses-là, en général, sont inconscientes et sont en fait en toile de fond. Nous, les adultes, on s'habitue à vivre avec, donc on n'y pense plus trop, mais lui, l'enfant qui devient un adolescent, c'est quelque chose pour lui de nouveau, c'est quelque chose qui est extrêmement déstabilisant. Parce que quelquefois, il se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je suis normal? À part le problème donc des Nigoudim, on va aussi avoir le problème, comme on l'a expliqué, des différences qu'il va y avoir entre l'intellect et l'affectif. À titre d'exemple, vous avez maintenant un Bachour Yeshiva, par exemple, qui est cool au Kodesh, qui aime étudier la Torah, qui est dans la pureté, la sainteté, toutes ses aspirations, c'est de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Et puis d'un seul coup, ce Bachour Yeshiva, il se met à avoir des pensées interdites. Alors là, il ne comprend plus. Il dit, mais je suis un tzaddik ou je suis un rachat? Qu'est-ce qui se passe? Comment maintenant pallier à ces problèmes? Les solutions. Première solution. Alors, vous allez voir que les solutions, en fait, a priori, il faut les appliquer bien avant la crise d'adolescence. Parce que quand vous êtes dans la crise, c'est beaucoup plus dur de traiter. Pour prévenir, en fait, et ce sera la meilleure chose à faire, l'enfant, dès son plus jeune âge, il faudra en fait l'habituer à prendre de son indépendance. Il faudra l'habituer à prendre des initiatives. Il faudra l'encourager à prendre des initiatives. En cela, on va régler le problème. Le premier problème dont on a parlé, à savoir la guerre d'indépendance. Si le parent, maintenant, est toujours celui qui encourage l'enfant à prendre de l'indépendance, à prendre des initiatives, pourquoi vous voulez qu'à l'âge de l'adolescence, l'enfant va faire la guerre aux parents? Ça n'a pas de sens. Puisque, en fait, mon père ou ma mère c'est mes meilleurs amis. C'est toujours eux qui me poussent à l'indépendance. Et moi, j'ai besoin de cette indépendance. Ça, ce sera, en fait, si vous voulez, pour régler le problème relationnel entre les parents et les enfants. Si maintenant, vous êtes déjà en plein dans la crise d'adolescence, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il faut bien savoir qu'évidemment, ça marche beaucoup moins bien. Parce que tout changement, en fait, le temps que le changement, maintenant, il soit imprégné, le temps que, maintenant, dans le relationnel entre les parents et les enfants, on va réparer, en fait, on répare, en fait, des années, en fait, d'erreurs rétroactivement. On a toujours voulu tout faire pour l'enfant. C'est sûr que c'est plus compliqué. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire et on pourra toujours agir dans ce sens-là. La deuxième solution, en fait, au problème dont on a parlé, c'est un problème beaucoup plus profond chez l'enfant, ce sera tout simplement d'habituer, là encore, l'enfant, dès son plus jeune âge, à exprimer ses sentiments. Exprimer ses sentiments et ne pas avoir peur d'un sentiment qui n'est pas forcément en adéquation avec la raison. Alors bien sûr, en tant que parent, on a quand même une mitzvah, on a quand même un rôle de guider l'enfant et d'aider l'enfant à rationaliser ses sentiments, c'est juste. Mais si on ne le laisse pas exprimer son sentiment, on ne peut pas y arriver. L'enfant ne va pas rationaliser son sentiment, mais il va en fait le refouler. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, vous avez un enfant, maintenant, son petit frère, il lui a cassé son jouet. Alors il se met à hurler, à pleurer. Et il crie comme ça, mon petit frère, je le déteste, il me déteste. La réaction standard des parents sera une réaction intellectuelle, rationnelle. On viendra dire à l'enfant, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu dis n'importe quoi, mais tu sais bien que ton petit frère ne te déteste pas, mais non, tu ne détestes pas ton petit frère. C'est une mauvaise réaction, Rabotai. C'est une réaction maintenant qui va habituer l'enfant à ne pas exprimer ses sentiments, ou alors à les refouler, ou alors à identifier ses sentiments comme quelque chose de pas normal. Bien au contraire, dans ce cas-là, il faudra écouter l'enfant, il faudra dire à l'enfant, ah oui, vraiment, tu le détestes, essaie de compatir, pourquoi mon chéri? Ah, parce qu'il t'a cassé le jouet, ah, je comprends, oui, le jouet pour toi c'était très important, etc., etc. Compatir avec l'enfant, l'aider à exprimer son sentiment. Et une fois qu'on aura fait cela, vous allez voir que l'enfant, quelquefois, lui-même tout seul, il va rationaliser. Il va dire, bon, finalement, je le déteste pas tant que ça, papa, maman. Des fois, on n'a même pas besoin de lui suggérer. Si la chose ne vient pas de l'enfant, alors il faudra doucement, doucement lui suggérer la chose. En cela, on va habituer à l'enfant à reconnaître ses sentiments, à ne pas juger ses sentiments, à apprendre à les exprimer, ne pas les refouler, et ainsi pouvoir les dépasser. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Kol Tov, à très bientôt si Dieu veut.